Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que je voulais vous parler du Canon 5D Mark IV et voir avec vous si ce boîtier valait encore la peine actuellement. Et je vous dis ça tout de suite après l'intro. Allez, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous prenez soin de vous, vous faites attention à vous et à vos proches surtout. Et voilà, parce qu'on est en deuxième confinement, je sais qu'en France, vous, c'est beaucoup plus dur que nous, c'est beaucoup plus strict. Et je vous souhaite de bon courage pour encore cette période qui va être difficile pour les indépendants, les commerçants et pour même d'autres personnes. Il n'y a pas que eux non plus qui sont concernés. Parlons un peu de positif maintenant. Ça fait 3 ans que j'ai commencé les vidéos sur YouTube. J'ai commencé de nulle part avec 1 ou 2 abonnés. Maintenant, on est plus ou moins 3200 sur la chaîne. On est presque 900 sur Instagram. Vous êtes plus de 350 sur Facebook. Et je vous remercie énormément de me suivre parce que ça m'apporte énormément de soutien et de motivation pour continuer à vous proposer du contenu, même si cette année était un peu particulière et donc j'ai pas su vous proposer beaucoup de contenu animalier parce que moi aussi j'ai une vie autre que YouTube, que la photo. Et donc du coup, c'est dur de mixer avec tout et le confinement et tout ça n'ont pas aidé à pouvoir sortir facilement. Mais voilà, j'essaie quand même de vous proposer des photos. J'ai mis mon calendrier justement en vente au début ici pour financer un prochain voyage dont je vous parlerai dans une vidéo très prochainement. Allez, on commence tout de suite avec le test. Voilà, parlons maintenant du 5D Mark IV. Alors, est-ce que ce boîtier en 2020 est encore très bon? Moi, je vous dirais oui. On le sait, Canon a arrêté de développer du réflexe et est maintenant passé aux gammes hybrides avec l'EOS R, et l'EOS R5, R6. Le 1DX Mark III a été le boîtier qui a signé l'arrêt des réflexes chez Canon. Le 5D IV a été le dernier fleuron de la gamme 5D après presque plus de 10 ans sur le marché parce que voilà, le 5D III avait fêté ses 10 ans, le 5D IV est venu le remplacer en 2016, mais c'est pas pour autant que ça en fait encore un mauvais boîtier sur le circuit de la photographie et même de la vidéo. On sait que les autres produits, les autres marques comme Sony, Nikon, Fuji et autres ont des boîtiers qui sont excellents. Canon aussi avec son R5, R6 en fait de très bons boîtiers. Je ne m'étalerai pas sur ces boîtiers parce que je ne les connais pas, je ne les ai jamais testés hormis des tests vus sur YouTube, mais comme vous me connaissez, je teste toujours d'abord les produits avant de donner un avis réel. Le 5D Mark IV est donc un appareil photo réflexe avec un capteur de 30 millions de pixels. On retrouve 2 processeurs Digi6 dedans, donc le Digi6+, comme ils appellent ça. Donc un processeur pour l'image et un processeur pour l'autofocus. Au niveau autofocus, on retrouve l'autofocus du 1DX Mark II. Différence par rapport au... Justement, en parlant de l'autofocus du 1DX Mark II, la différence justement entre les EOS et les réflexes, c'est surtout le nombre de points de collimateur au niveau de l'autofocus et parfois un peu la précision. Mais ça, on ne va pas rentrer en détail. Si je vous inviterai à aller voir ma vidéo sur les EOS par rapport à justement l'autofocus et les soucis que j'ai eus qui m'ont poussé à passer au 5D Mark IV. Au niveau de l'autofocus, on retrouve 61 points de collimateur, tous presque compatibles à f8, donc 41 en collimateurs qui vont jusqu'à f8, les autres sont jusqu'à 5.6, ce qui en fait quand même déjà un très bon réflexe. Au niveau des suivis, il est excellent. Moi, j'ai pas de décrochage, on peut mieux le paramétrer que sur les EOS R en plus, donc on peut choisir le type de suivi qu'on veut faire avec cet appareil photo. L'avantage aussi, c'est qu'il est équipé du Dual Pixel RAW et du Dual Pixel aussi en visée Live View. La rafale, elle, est identique en Live View qu'en visée directe. Donc on n'a pas de perte, c'est le gros avantage, c'est qu'on va toujours avoir ces 7 images par seconde. C'est compliqué de faire un compte rendu d'un boîtier comme ça et de vous dire si en 2020 il est encore bon pour vous ou pas. Je dirais toujours avant tout c'est une question d'affinité entre l'hybride et le réflexe parce que maintenant c'est un peu ce qu'on impose au marché, c'est de pousser les gens sur réflexe à passer à l'hybride parce que c'est des nouvelles technologies, c'est les produits phares, c'est les meilleurs produits sur le marché. Certes, ils ont une très bonne fiche technique, certes, ils ont beaucoup d'avantages, mais voilà, vous prenez n'importe quel photographe qui shoot avec un R5 ou un 1DX qui a quelques années ou même un 5D III, hormis la qualité, la résolution des capteurs et parfois un peu la plage dynamique, vous ne savez pas différencier les photos. Je ne pourrais pas vous dire si la photo que Michel D'Outremont a prise est prise avec un 5D IV ou est prise avec un 5DSR ou un ADX3 ou tel appareil. Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que chaque photographe va avoir sa patte, va avoir son type d'image et c'est lui qui va créer l'image.
L'appareil photo reste toujours un outil qui va vous aider à prendre l'image de façon la plus rapide possible. Et parfois, va vous aider quand même à créer une belle image, hein, je ne dis pas le contraire, mais ça reste un outil de travail. Que je sois sur l'EOS R ou le 5D Mark IV, au niveau des rendus photos, je n'ai pas vu de différence. Mes photos sont toujours identiques. Les seules différences, c'est sur le côté pratique et d'utilisation. Je préfère mon 5D Mark IV par rapport à mon EOS R, tout simplement parce que je préfère son autofocus, qui est plus ancien, mais qui est pour moi, je trouve, beaucoup plus correspondant à ce que j'ai l'habitude de travailler. En plus de ça, j'ai fait une vidéo de pourquoi j'ai quitté l'EOS R au 5D IV. Je vous renvoie vers cette vidéo, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le côté aussi l'autonomie, hein, parce que je vous avoue que partir avec 1, 2, 3 batteries une journée, parce que je sais que je vais toujours tomber à court à un moment ou l'autre, c'est parfois un peu problématique. Certes, l'EOS R, j'arrivais à avoir de très bonnes autonomies, mais une fois que je passais en visée d'écran, que je faisais une petite vidéo ou l'autre, la batterie était d'office flinguée, et je peux vous assurer que quand il fait beaucoup plus froid, les autonomies sont inférieures, peuvent parfois être divisées par 2, et se retrouver avec un boîtier qui fait 200 photos maximum au global, pour moi, c'était trop peu. Même si je ne raffole pas de 200 photos, je parle parce que le boîtier est allumé, qu'il est en veille, qu'il y a des fonctionnalités. Je vise par l'écran pour regarder un peu mes expositions et autres. Je me retrouvais parfois avec une demi-journée à devoir changer parfois 2 fois de batterie. Sur le 5D IV, j'ai plus ce problème-là. J'ai 2 batteries et ça me suffit amplement pour partir une journée complète. Et parfois, je vous assure que je ne retire même pas la première batterie parce qu'il y a encore de l'autonomie dedans. J'ai encore de la charge. Et donc, du coup, je rentre avec une deuxième batterie qui est toujours pleine. C'est clair que le jour que je partirai en expédition pendant plusieurs jours, ça va m'aider parce que je n'ai pas toujours la possibilité de charger mes batteries sur un port ou autre. Je vais devoir peut-être les recharger de façon solaire ou via un powerbank ou ce genre de choses. Et donc du coup, le fait d'avoir une bonne autonomie va me permettre de tenir plus longtemps et d'être plus autonome. C'est surtout ça. Qu'avec l'hybride, j'ai pas ça. Prenez un R5, un R6 ou même un R. Les autonomies sont déplorables, même si elles sont bonnes, elles restent déplorables. Vous ne partez pas par moins 30 en pleine nature avec 4 ou 5 batteries, vous allez devoir en avoir 10, 15, et je peux vous assurer que le poids, ça commence à faire beaucoup. C'est des défauts, c'est des petites circonstances qui poussent parfois à choisir l'un comme l'autre. Au niveau de l'utilisation, au niveau du monté en ISO et des qualités d'image, ces boîtiers sont excellents tous les deux. Ils avaient de très bonnes qualités d'image. Je ne vois pas de différence de mon 5D IV à mon R. Le 5D IV a exactement le même rendu, a pour moi une dynamique un peu différente, mais que je me retrouve mieux. Et je préfère justement ces mesures d'exposition par rapport au R. Je trouve qu'il gère mieux ça et du coup me donne des images qui sont un peu plus fidèles et me facilite aussi le travail en post-production. J'ai moins de travail en post-production sur mes réglages, sur mes contrastes, sur mes lumières. Pourquoi? C'est beaucoup plus juste. Donc du coup, la plupart de mes photos que je prends avec mon boîtier en RAW, je retravaille légèrement le contraste, la luminosité et un peu parfois certaines couleurs par rapport qui sont générées à cause du bruit, mais ça s'arrête là. Il me faut top chrono 1 à 2 minutes pour faire une image, pas plus. Je ne vais pas plus loin. Et c'est ça qui est aussi un avantage. Pourquoi? Parce que je gagne du temps par rapport à tout le travail en amont. Quand je reviens et que j'ai parfois 300 photos à trier, qu'après je me dis j'ai encore traité toutes ces images, je gagne du temps et c'est plus plaisant aussi. L'avantage encore du 5D Mark IV à l'heure actuelle aussi, c'est que c'est des montures EF. Tous les photographes qui ont des objectifs à monture EF n'auront aucun problème de compatibilité. Hormis un back ou un front focus qui peut se régler, c'est les seules choses qu'on va reprocher encore au réflexe, c'est le back ou le front focus que l'on a plus sur l'hybride. Mais par contre, niveau compatibilité avec les objectifs, là, aucun souci. Les boîtiers sont 100% compatibles. J'ai fait les frais avec le EOS R en prenant le EOS R, le doubleur et le 300 mm où l'autofocus avait des problèmes, la vitesse d'autofocus avait des problèmes que je n'ai pas du tout avec le 5D IV. Ce qui est un avantage quand vous avez investi dans des optiques qui sont coûteuses, qui vous ont coûté cher et que vous vous retrouvez parfois qu'un boîtier plus bridé, là avec ce genre de pareil, aucun souci. Vous pouvez foncer la tête baissée, vous n'aurez aucun problème. Le fait aussi d'avoir un boîtier qui est professionnel et qui a quelques années vous coûtera moins cher et sera beaucoup plus accessible qu'à sa sortie, mais n'en fera pas un mauvais appareil photo. La construction, l'étanchéité, tout ça va être au rendez-vous sur le 5D Mark IV. Ça va en faire un boîtier vraiment résistant, costaud, avec une prise en main qui est excellente et bien étudiée depuis des années chez Canon. Ça, on ne peut pas le reprocher à Canon. Les boîtiers sont ergonomiquement très bons. L'écran tactile va permettre de faire tout ce qu'on a sur les hybrides. Dommage qu'on n'a pas l'écran orientable, mais moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Je sais toujours un peu me tordre pour faire mon image et ça passe sans problème. Au niveau des connectivités, on retrouve toutes les connectivités qu'on avait sur l'EOS R. Donc j'ai aucun problème, prise micro, compatible avec mon Ronin SC, avec le câble pour le commander, donc aucun problème même pour la vidéo.
Et en venant un peu au sujet vidéo, ce 5D Mark IV filme aussi en 4K 30 fps et je trouve que les fichiers 4K sont beaucoup plus lourds que sur le R. Pourquoi? Parce que c'est de la vraie 4K, c'est pas l'UHD, c'est de la vraie 4K. Donc on est sur du 4000, je sais plus combien, 4096 je pense, par 2160, contrairement à l'UHD où c'est du 3800 par 2160. Donc là on a une différence au niveau de la taille de l'image. Moi ce qui me permet, voilà, je ne veux pas dire qu'on peut mieux jouer encore avec le fichier, mais ça permet d'avoir un vrai fichier 4K. Par contre les fichiers sont beaucoup plus lourds que sur mon EOS R. 8 minutes de vidéo, non, 16 minutes de vidéo pour 64 Go et 20 minutes de vidéo pour 64 Go sur l'EOS R. Donc on perd 4 minutes de vidéo, ce qui va parfois quand même être assez handicapant parce qu'on va faire un peu moins de rush, on va devoir avoir une deuxième carte mémoire. Il faut des grosses cartes mémoire aussi, parce que les fichiers sont beaucoup plus lourds. Ma 32 Go passait sur mon EOS R, qui était une plus petite carte en termes de vitesse. Par contre, elle passe pas du tout sur le 5D4 en 4K. Donc obligé de passer sur une catégorie au-dessus pour ça. Alors que le boîtier est plus ancien, donc pour vous dire que les fichiers sont beaucoup plus lourds. Aussi, c'est la rafale, on a une rafale de 7 images par seconde constante, qu'on soit en one shot ou en iServo, qu'on soit en live view aussi, sauf si on active le dual pixel. Là par contre c'est un peu différent, on va baisser un peu la cadence en servo et en live view, mais voilà, moi j'active rarement le dual pixel en photo, ou alors sauf si maintenant je sais que mes sujets sont loin, je dois faire des micro-réglages, mais c'est très rare. Mais sinon par contre on a une rafale constante, surtout moi je l'avais pas sur les EOS R. Donc ça c'est un petit plus que j'ai retrouvé aussi en passant sur lui. Donc voilà, c'est pas vraiment une vidéo comparative EOS R, mais je me réfère un peu à ça pour vous montrer les exemples qu'on peut avoir de différence entre ces deux boîtiers. Alors moi vous le conseille encore actuellement si vous souhaitez passer au plein format de bonne qualité. C'est un boîtier qui est encore au goût du jour sur le marché malgré que ce soit un réflexe. Je sais que toutes les marques vont vous pousser à passer à l'hybride, mais on n'a pas tous envie de changer son parc optique, on n'a pas envie de spécialement passer à l'hybride tout simplement. Et si vous vous posez la réflexion, est-ce que je reste sur réflexe et est-ce que le 5D4 est encore un bon boîtier? Moi je vais vous dire oui, clairement, c'est encore un excellent boîtier. Au niveau des prix, on va le trouver en occasion entre 1500 € et 2200 €, suivant l'état, suivant l'année, suivant le déclenchement de l'appareil photo, s'il a fait beaucoup de vidéos ou pas. C'est surtout tout ça qui va jouer sur le facteur prix en occasion. En neuf, on va le trouver entre 2700 et 2400 €. Ça reste quand même encore un investissement, je ne vous le cache pas, mais c'est l'investissement pour un boîtier durable et professionnel. C'est des boîtiers qui n'ont plus à faire leurs preuves, ils les ont faites, ça fait 4 ans qu'ils sont sur le marché, et le 5D, c'est des gammes qui existent depuis plus de 10 ans, comme les 1DX, donc voilà, c'est des boîtiers à tout temps, et qui satisferont tout photographe. En termes de qualité d'image, ils sont vraiment au rendez-vous. Je vais vous mettre ici dans la vidéo des photos que j'ai prises, des rushs. Voilà, on clôture tout doucement cette vidéo et je voulais simplement vous dire qu'un appareil photo, c'est avant tout un outil d'utilisation et c'est vous qui allez l'utiliser. Donc c'est à vous de décider de vers quoi vous souhaitez partir. Moi, je vous donne un peu mes arguments et les points positifs et négatifs, un peu de tout ça. Mais dites-vous bien que c'est un outil qui va simplement vous faciliter à faire de meilleures photos et qui va vous permettre de mieux travailler lors de vos sorties nature ou de vos sorties photo en général. On n'achète pas un appareil photo pour spécialement la fiche technique, mais on l'achète surtout avant tout pour ce qui va vous procurer comme facilité de travail. Sur ce, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux justement. Je vous souhaite à tous un bon confinement et que tout se passe bien pour vous. Et on se revoit très bientôt. Allez, ciao!